Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au secteur de la grande distribution, un secteur en pleine expansion en Afrique. Impossible de passer à côté de la multiplication des supermarchés, centres commerciaux et grandes surfaces dans les grandes villes du continent. Les enseignes s'installent, pariant sur le boom démographique. Tenez, le continent africain comptera 1,5 milliard d'habitants en 2026 et un quart de la population mondiale y vivra en 2050, soit 2,5 milliards d'habitants. Une explosion démographique qui se répercutera sur le secteur de la grande distribution. C'est déjà le cas en Côte d'Ivoire d'ailleurs, où nous avons mené notre enquête. Au sommaire ce soir, immersion exclusive à Abidjan, au cœur de l'un des plus grands hypermarchés d'Afrique de l'Ouest. Plus de 3000 mètres carrés de surface. Derrière la douce musique d'ambiance présente dans les rayons se cache une mécanique très exigeante où rien n'est laissé au hasard. Gestion des stocks, emplacement des produits, formation du personnel, sécurité, les défis sont nombreux. Puis dans notre second reportage, nous vous présenterons un entrepreneur ivoirien qui est parvenu à vendre ses produits en grande surface. Les tisanes de Vianney Aka trônent fièrement parmi les grandes marques internationales. Une success story qui pourrait inspirer de nombreux jeunes. Un tiers de la population africaine, soit environ 350 millions de personnes, appartient à la classe moyenne. Une classe moyenne qui consacre 25% de son budget aux produits alimentaires et 86% des personnes qui la composent se rendent au moins une fois par mois dans un supermarché. Des supermarchés et bien parfois des hypermarchés comme celui que vous allez découvrir maintenant. Nos équipes ont eu accès en exclusivité aux coulisses de l'une des plus grandes surfaces d'Abidjan en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, une journée dans la vie d'un hypermarché, un reportage signé Yannick Efoumi, Ghislain Mendonça et Jean-Louis Mendonça. Ah, c'est la fleur qui est là. Dans ce supermarché situé à la Riviera Palmeraie, Audrey s'active, non pas pour faire des courses, mais pour décorer le magasin. Nous sommes la veille de la fête des mères. Un peu plus encore. Encore. C'est bon là, Joseph. Là, nous sommes en train de faire les suspensions. C'est pour la nouvelle décoration en lien avec le thème que nous débutons, qui est celui de la beauté, qui est un peu combiné également à la fête des mères. Cet exercice de décoration va durer toute la nuit. On travaille jusqu'à pas d'heure, mais il faut absolument qu'on termine cette opération aujourd'hui. Une opération qu'elle effectue toutes les 2 semaines car le supermarché est constamment en promotion. Ce que nous recherchons, c'est la satisfaction client. La satisfaction liée à nos produits, à nos promotions et aussi à l'univers que nous proposons. Nous pensons que cette animation va créer de l'affluence. Jour J du lancement de la promo. Le décor est planté, les mères sont à l'honneur. Les équipes rassemblées autour du chef de secteur reçoivent les dernières consignes. Il faut éviter absolument les ruptures, bien vérifier les prix, donc l'étiquetage et l'affichage sans problème. Ok. D'abord les objectifs de chiffre d'affaires. Donc réaliser le chiffre d'affaires qu'on nous a demandé. Pour ce jour, c'est un chiffre d'affaires de 32 millions sur le magasin, tout département confondu. Le deuxième objectif, c'est un objectif de satisfaction client. À la fin de la journée, nous voulons voir des clients qui sourient, qui sont satisfaits des promos. Donc c'est ces différents objectifs que nous essayons d'atteindre et c'est des objectifs au jour le jour. L'objectif est fixé. Tous les nouveaux produits figurant dans le catalogue avec des réductions promotionnelles font également leur apparition dans les rayons. Et le clou du spectacle, nous avons créé un salon de beauté au milieu du magasin. Donc là, vous avez ici un spa qui a été inventé justement pour l'OP Beauté. Là, ici, ces dames-là font tout ce qu'on appelle le soin des pieds et des mains pour la femme. Ici, c'est le soin du visage. Tout ce décor a été créé spécialement pour l'opération beauté. L'opération beauté, couplée à la fête des mères, attire déjà les premières clientes.
Aujourd'hui, il y a une promo de 30% sur chaque prestation. Voilà. Donc moi, je viens, je profite aussi. Et puis voilà. De grands supermarchés comme celui-ci, il y en a de plus en plus sur le continent. Tous parient sur le boom démographique et l'émergence de la classe moyenne. Mais la grande distribution n'est pas un long fleuve tranquille. Gestion des stocks, art du rayonnage, formation du personnel ou encore sécurité. Les défis sont nombreux. Made in Africa a pu suivre en immersion le quotidien d'une grande surface. Port-Boué, zone aéroportuaire. Il est 8 heures. Cet entrepôt de 6000 m² est dédié au stockage de marchandises diverses importées depuis plusieurs pays. Au quai de réception, un conteneur débarque. En principe, la température à l'intérieur du conteneur pour les produits surgelés doit osciller entre -15 et -21 degrés Celsius. Après avoir fait le test, vous constatez qu'ici la température affiche -15,5 degrés. Donc nous sommes bons, on peut procéder au dépotage. Prenez. Actuellement, nous sommes en train de faire la vérification en fonction soit de la désignation et de la DLC ainsi que du lot. Donc on a un autre agent à l'intérieur qui lui, à son tour, fera le rangement. Ces produits sont ensuite stockés dans la zone frigorifique, dont la température varie entre -15 et -21 degrés Celsius. La part du surgelé est aux alentours de 60%, 40% au niveau des produits frais. Et à ce niveau, il faut dire qu'au niveau des produits frais, on a exclusivement des produits en cross-dock, c'est-à-dire des produits qui font aux alentours de 3 jours de stockage, c'est transitoire, avant d'être acheminés vers les différents magasins. Lorsqu'il s'agit de produits secs, ils sont stockés dans une autre zone de l'entrepôt. Ici, nous avons essentiellement des produits qui sont conservés à température ambiante, tels que le riz, l'huile, le sucre, l'eau, la boisson et quelques produits électroménagers. Qu'il s'agisse des produits surgelés, frais ou secs, une fois stockés, ils font l'objet d'un traitement informatisé pour assurer le suivi des livraisons dans les supermarchés. C'est combien de malades? Donc c'est le dernier camion? Ok, il n'y a pas de souci. Nous avons déjà la documentation et c'est cette documentation qui nous dit exactement combien de palettes est-ce que nous devons charger et la destination qu'on appelle ça de ce chargement. Une fois les marchandises livrées, une autre mission commence dans les rayons. Emplacement des produits, gestion du stockage, impératif de fraîcheur, les défis sont nombreux. Il n'est pas toujours évident de trouver ce qu'on recherche lorsqu'on entre dans les rayons de ce hypermarché, passé de 1800 m² en 2017 à 3500 m² en 2025. C'est le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Bonjour, comment tu vas? Oui, je vais super bien. Ok, bien. Viens, j'ai remarqué quelque chose ici, là, je vais t'expliquer. Tu vois, tu as attaqué là-bas en train de remplir, mais ici les fastings ne sont pas bien faits. Rapprochez le plus possible le produit pour que ça crée une sorte de mur. Ce chef de zone met donc un point d'honneur à rendre les produits le plus visible possible pour les clients. La phase positive du produit doit regarder le client et doit être bien mis. On essaie de créer une sorte de mur, sorte que le produit soit très bien placé pour que le client n'ait pas à chercher ni à réfléchir quand il se trouve devant le produit. Cette façon de présenter les produits répond à une stratégie bien précise. Une stratégie qui prend en compte notre champ de vision. C'est ce qu'on appelle un enchaînement prix, du plus cher au moins cher, tout en mettant les produits du distributeur en avant. Parce que quand un client vient, il s'arrête toujours comme ça. Donc, à peu près au niveau des yeux, nous avons les produits du fournisseur qui sont là, justement pour faire du chiffre d'affaires et pour vendre le plus possible. À mesure que la date limite de consommation se rapproche, le produit est transféré dans la zone zéro gaspille, une zone transformée en paradis des petits prix. Par exemple ici, la date de péremption dure jusqu'au 38e mois, donc à peu près 2 mois.
Nous avons fait une baisse de prix d'à peu près la moitié qui passe de 4 780 à 2 500 francs. On reconnaît bien la baisse de prix. Le produit qui était à 2 900 passe ici à 1 000 francs. Mais lui, la baisse de prix est encore plus forte parce que le nombre de jours restants est encore petit. Donc 31, 5e mois 2025, il nous reste à peu près 10 jours. Donc la baisse de prix est progressive jusqu'à atteindre à peu près 500 francs. Les produits frais comme le poisson sont soigneusement exposés sur de la glace après avoir été conservés dans une chambre froide entre 0 et 6 degrés Celsius. Ils doivent être vendus sous 3 jours, sinon ils sont bradés puis jetés. Quant aux fruits, ils frétrissent généralement en 2 jours. Ils sont alors pressés ou découpés pour être consommés rapidement. Pour élargir son public, ce supermarché surfe sur une nouvelle tendance dans la grande distribution, la mise en avant des produits locaux, notamment la street food. Ce matin, je suis venu faire des courses, notamment acheter du vin. Je suis tombé sur des beaux photos, donc j'ai préféré m'arrêter là pour quand même en acheter. Je viens ici parce que dans la rue, on n'en trouve pas autant comme avant. Et on se dit qu'il y a beaucoup plus d'hygiène ici. C'est bien fait et puis bon, c'est les mêmes prix pratiquement. Donc pour la qualité, le prix, ça va. Merci beaucoup. Merci. L'enseigne mise sur la vente de produits locaux à petit prix afin de casser son image élitiste. Objectif, se rapprocher des habitudes alimentaires et culturelles ivoiriennes. On vient de Yopougon Lokwa. C'est un village ouvrier très réputé pour son super attiqué à Godiama. Du coup, on a tenté le coup à Place ici, les gens ont aimé. Donc on est là tous les vendredis et samedis pour leur faire de l'attiqué sur place. On fait la boule à 650, les 500 grammes. Merci papa. Cet espace gastronomique populaire est l'une des plus grandes fiertés du directeur. Ici, on est dans la street food. Nous, on l'appelle communément le coin gourmand. C'est un peu de gourmandise de la rue qu'on ramène dans les supermarchés. Des produits qui sont connus déjà par nos consommateurs, notamment des galettes qu'on appelle les goflotos communément ici à Abidjan. Et puis on a le pain brochette aussi, ce sont des mets connus déjà. L'idée c'est de décloisonner, de parfaire du supermarché d'élite et que tout le monde puisse s'y retrouver. Une stratégie gagnante qui se mesure au taux de fréquentation. Au-delà de ce que nous on propose, on peut avoir entre 700 et 800 clients jour qui passent à la street food. Donc pour nous, c'est un indicateur important sur notre débit client. Le débit client équivaut à 3700 tickets en moyenne émis par la caisse chaque jour et peut atteindre 5000 tickets les week-ends. Rendre l'hypermarché accessible passe aussi par la qualité de l'accueil. Et cela commence par la formation des équipes. Cet après-midi, une formation de stagiaires a lieu dans la salle Boaké, située au premier étage de l'établissement. Qui peut me dire qu'est-ce que ça lui rappelle quand on parle de l'enregistrement d'une vente? D'abord, je salue les clients. Je regarde autour de moi. Oui. Moi, je vérifie, je contrôle s'il a des articles en main, je commence à scanner. D'accord. Je finis de scanner, je fais total, je lui donne le montant. J'ai retenu qu'il faut être très vigilant, suivre les tickets, en même temps suivre le libellé, pour éviter certaines erreurs. Je recherche le professionnalisme de mes équipes. Et ce point est profitable pour Carrefour lorsque le client y passe en caisse. Avec tout ce qu'on apprend aux filles, si elles le mettent en pratique, c'est très bénéfique pour l'entreprise. On y va. Toi, mets-toi là. Faut passer, c'est la cliente. C'est toi. La pratique, une étape clé pour être performant le jour J. Est-ce qu'elle a bien fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'elle a bien fait? Elle a scanné sans même faire attention à son écran. Elle scanne seulement. Vous devez vérifier que rien ne soit resté dans le panier parce que le panier, c'est le client qui le met à la sortie. Avec plus de 1000 employés en Côte d'Ivoire, dont plus de 200 au niveau de la Palmeraie, l'enseigne forme chaque année 60% de ses effectifs. Et pour que cette grande machine tourne sans accroc, un autre maillon est essentiel, la sécurité. Cet agent en civil
sillonnent discrètement les rayons du supermarché à l'affût de comportements suspects. C'est celui-là même qui détecte les personnes indésireuses qui veulent poser des actes de malveillance. Il est amené à détecter ces gestes, les parasites. On sait que, comme il est dans le domaine il y a longtemps, donc il arrive quand même à détecter et remonter l'information au niveau de la vidéosurveillance qui automatiquement, à travers la caméra, peut faire le suivi de ce dernier-là. Les équipes réparties en 3 vagues, de 6h à 14h, 14h à 22h, 22h à 6h, veillent ainsi à la sécurité des biens et des personnes au sein du supermarché. Ils sont aidés dans leurs tâches par plus de 200 caméras de surveillance pilotées depuis un centre des opérations. Cet espace-là, c'est la vidéosurveillance, je vais dire le cœur même de notre dispositif sécuritaire en place. Donc c'est les yeux de tous ces humains-là qui sont en poste sur le centre commercial. Donc c'est lui qui veille à tout. Des comportements suspects sont détectés au quotidien, en moyenne 5 par jour. Pas plus tard que hier, au niveau de notre food, vous pouvez voir à travers la vidéo, une personne en début de démence a été repérée déjà par notre agent qui est au food. Donc automatiquement, il a remonté l'information à la vidéosurveillance pour le suivi. En plus des moyens humains et de la vidéosurveillance, d'autres dispositions sécuritaires existent dans les rayons. Tous ces téléphones-là sont mis sous alarme. Une fois qu'on le débranche, automatiquement il sonne. Donc, même si tu le rebranches, ça va continuer à sonner tant que l'alarme n'est pas coupée. Donc voilà. Et là, automatiquement, ça alerte l'agent de sécurité automatiquement, même s'il est de dos. Mise en rayon, formation, diversification, sécurité. Le quotidien des grands supermarchés n'est pas de tout repos. Un travail colossal nécessaire pour gagner des parts de marché face à l'informel, le grand leader du marché avec plus de 80%. On voit le truc derrière. Allez, on revient sur le plateau de Made in Africa ce soir et pour débattre, je suis heureux d'accueillir ici Lanciné Bakayoko. Il est journaliste économique ici même à la RTI. Avec lui, Ivaka, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire et Angela Ezalé, elle est fondatrice de la marque Ayo. On en saura davantage dans ce numéro de Made in Africa. Alors, bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir. Grande distribution, on parle de grande surface parfois, on parle de supermarché, d'hypermarché. Je commence avec vous, Lanciné Bakayoko. Supermarché, hypermarché, c'est une question de taille, la différence? Oui, essentiellement, c'est une question de taille. Les hypermarchés, c'est au minimum 2500 mètres carrés, ça peut aller au-delà. Et les supermarchés, c'est de 400 mètres carrés à 2500 mètres carrés. Il y a aussi les questions de l'offre. Dans les hypermarchés, au-delà des questions alimentaires, il y a aussi des produits de consommation diverses. Okay. Par exemple, l'électronique, le textile, le bricolage, la vianderie, en tout cas, des produits qui ne sont pas des produits alimentaires. Alors Ivaka, question pour vous concrètement, est-ce que ça change quelque chose pour le consommateur que d'être dans une grande surface ou d'acheter dans une boutique un produit, le même produit? Selon moi, l'espace n'est pas très important. Ça peut être nécessaire pour certains consommateurs qui sont attirés par, je veux dire, ce qui frappe à la vue. Sinon, je crois que la satisfaction, c'est au niveau des prix, c'est au niveau de la qualité. Et quand je suis dans un espace restreint et que je suis satisfait, je crois que je n'ai pas besoin tout le temps d'aller là où l'espace est grand. Ivaka, le consommateur. Ivaka, quand même, on constate que les hypermarchés s'agrandissent. Ça veut dire qu'il y a peut-être une demande, il y a une envie. Est-ce que vous avez le sentiment que de plus en plus de consommateurs, ne serait-ce qu'en zone urbaine, ont développé de plus en plus cette culture d'aller dans des grandes surfaces? Ouais, ce que je veux dire, c'est que ce sont des entreprises qui sont derrière ces supermarchés qui développent des systèmes marketing pour attirer le consommateur. Et donc, ce n'est pas le consommateur lui-même qui cherche ce qui est grand. Et donc, si par exemple,
au niveau des médias, au niveau des médias audiovisuels, on présente une structure qui vient d'arriver et qu'on vende ses qualités, vous verrez que ce consommateur-là, étant convaincu, va rechercher cette enseigne qui vient d'arriver et puis chercher à découvrir. Donc, deux fois aussi, c'est la curiosité. D'accord. Donc là, vous avez parlé en partie pour les entreprises qui font leur marketing. On va parler maintenant des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils demandent, les consommateurs? Le consommateur, comme je l'ai dit, je le répète, demande à être satisfait. Et la satisfaction, c'est au niveau des prix, au niveau de la qualité des produits ou services. Justement. Et pour ajouter aux hypermarchés, aux supermarchés, de plus en plus, il y a aussi ce qu'on appelle les malls. Vous voyez que les malls, la différence entre les malls et les hypermarchés, c'est que les malls ajoutent à ce que monsieur le journaliste a déjà dit, la diversification, je veux dire, les ambiances où on vient pour se divertir. Voilà, pour se divertir. Donc, par exemple, les enfants peuvent être dans des malls pour pouvoir s'amuser. Et donc, c'est ce plus-là qui vient s'ajouter aux hypermarchés et aux supermarchés. Voilà. Dans ces hypermarchés et ces supermarchés, il y a la présence des produits locaux. Angela Ezalé, vous produisez la marque Ayo. De quoi il s'agit? Alors Ayo est une marque de chips assaisonnés et de produits apéritifs croquants, donc élaborés à partir de matières premières locales. Donc, nous avons notamment des chips de banane plantain, des chips de patates douces, assaisonnés avec des épices telles que le poivre d'Azaguier ou le sel marin de Jacquesville. On va voir comment est-ce que vous êtes distribué. D'abord, est-ce que vous êtes distribué en grande surface? Oui, nous sommes distribués en grande surface. Est-ce que vous êtes distribué dans des boutiques également? Des boutiques spécialisées, oui, telles que des épiceries fines. Oui, mais on a aussi plusieurs boutiques, on a des boutiques de quartier. Est-ce que vous avez opté pour être distribué également dans des boutiques de quartier? Non, parce qu'on a un positionnement premium et donc il faut pouvoir choisir également la distribution en fonction donc, du positionnement du produit. Donc pour le moment, en tout cas, nous n'avons pas de distribution dans les boutiques de quartier. On va peut-être s'attaquer à ça dans le deuxième reportage, mais est-ce que c'était difficile pour vous d'entrer en grande surface? Ça a été difficile au départ, mais ensuite, par la suite, une fois qu'on entre dans... on a accès à une enseigne, en général, je pense que pour les autres, ça suit plus facilement. Vous avez un produit local, des chips et autres produits croquants et apéritifs, et vous nous dites que vous avez un positionnement qui vous exige d'être dans des super ou des hypermarchés. Pourquoi avoir choisi de vous implanter là? Quel type de comportement des consommateurs vous avez identifié qui justifiait que vous soyez là? Alors c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas vraiment la motivation. Ouais. Ce sont les coûts, on va dire, qui nous ont un peu guidés vers ce positionnement-là. Et puis le projet même en lui-même, puisqu'on souhaitait améliorer l'offre de chips locales dans son fond, mais également dans sa forme, donc avec un packaging vraiment qui répond aux standards internationaux. Et donc, je pense que c'est tout ça qui nous a aussi permis d'avoir accès plus facilement à la... Alors, il y a quand même une question. Elle parle de positionnement premium qui la pousse à se mettre en supermarché, en hypermarché. Mais est-ce que, finalement, les supermarchés et hypermarchés ne sont pas ouverts à tout le monde? Oui, justement, il faut dire que de plus en plus, ce n'est plus une question d'élite. Les supermarchés, les hypermarchés, ces grandes enseignes-là sont en train de venir vers les populations. Anciennement, peut-être, on les trouverait dans certains quartiers d'Abidjan, mais aujourd'hui, pratiquement dans tous les quartiers, et même à l'intérieur, ils sont en train de se redéployer. Donc, ils sont en train de régler la question de la proximité. Et donc, du coup, quand vous venez plus proche du consommateur lui-même, il va de soi qu'ils viennent pour, ne serait-ce par curiosité, pour essayer de voir ce qu'on vend dans ces enseignes. Ouais. Donc vraiment, tout le monde s'y trouve. Alors à tous ceux qui veulent installer des supermarchés ou hypermarchés en Côte d'Ivoire, vous devez suivre cette émission et savoir ce qui s'y passe. Et justement, quelque chose qui se passe, c'est le fait que désormais, on a de plus en plus de street food dans les hypermarchés. On a vu des galettes, l'ancien bakayoko. Qu'est-ce que ça indique, cette transformation de l'approche? Alors pour moi, ça indique deux choses. Parce qu'a priori, les supermarchés sont beaucoup plus prestigieux que les épiceries de quartier
Et puis, il y a la question de la proximité. Mais les promoteurs des supermarchés veulent montrer qu'ils ont beaucoup plus de proximité, que les supermarchés ne sont plus réservés qu'à une certaine classe moyenne, même si aujourd'hui, ces supermarchés sont fréquentés par une classe moyenne émergente et des populations aussi qui ont besoin de beaucoup plus de respectabilité, même si je pense qu'aller dans une épicerie n'est pas déshonorant. Et donc, vendre les galettes dont vous parlez relève, à mon avis, de créer une certaine proximité pour montrer que ce ne sont pas des endroits élitistes. Donc, c'est une approche marketing qui montre que tout le monde peut venir dans nos supermarchés parce qu'il s'agit, in fine, d'élargir le champ, l'assiette des clients de ces supermarchés. N'oubliez pas qu'au moment où nous parlons, encore 63% du détail sont détenus par les épiceries de quartier. Ça veut dire qu'il y a une marge qui peut être captée par ces supermarchés. Et donc, ces supermarchés vont vers ces populations. Question de ratisser l'âge, d'aller au-delà de leurs limites, aller même dans les quartiers et montrer aux populations que oui, nous sommes des supermarchés, oui, il y a des libre-services chez nous, mais ce n'est pas réservé qu'à une certaine élite, c'est réservé à tout le monde. Il s'agit aussi de promouvoir les produits locaux, et puis, puisque la classe moyenne, elle vient directement de la classe basse, il s'agit de ne pas rompre les habitudes alimentaires surtout sensu. Il faut que ces populations qui viennent de la basse classe, qui sont montées en classe moyenne, continuent les habitudes alimentaires. C'est pour ça, à mon avis, que les supermarchés font aujourd'hui la promotion des produits qui sont a priori des produits réservés à une certaine couche sociale de la population. C'est stratégique. On fait de la street food à l'intérieur des hypermarchés, des supermarchés. Il faut peut-être tirer le chapeau à ceux qui ont inventé cette stratégie, sans doute parce que ça permet également de diversifier les potentiels clients de ceux qui vendent leurs produits, comme vous, dans les hypermarchés. Oui, effectivement, je pense que c'est une stratégie vraiment de diversification et de pouvoir, comme monsieur le journaliste a dit, attirer un maximum de personnes. Et je pense que c'est aussi éloigner un peu cette image un peu trop élitiste peut-être des hypermarchés et des supermarchés. Maintenant, on va parler davantage de contenu local, sur le plan de savoir comment est-ce qu'on arrive en tant que marque locale à s'insérer dans de grandes surfaces. On vient de le voir, la vie d'un hypermarché est pleine de défis quotidiens, mais ces temples de la consommation restent des lieux incontournables et très prisés par des entrepreneurs et des producteurs qui rêvent d'y écouler leurs produits. Un rêve qu'a pu exaucer Vianney Aka, également appelé Dr Vianney par ses proches. Ces tisanes made in Côte d'Ivoire font de plus en plus d'adeptes quand les champions locaux gagnent les grandes surfaces. C'est un reportage signé Yannick Effoumi, Gisela Mendonça, Théo Renaud et Jean-Louis Mendonça. Dans les allées bondées du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, bonjour madame, venez déguster nos tisanes. un petit stand attire les visiteurs. Comment vous allez? Nous avons ici différents types de tisanes à base de feuilles locales, à base de quinqueliba moringa, de djeka, de quinqueliba gingembre, de quinqueliba et de gingembre et de cannelle aussi. Voilà. Ça j'en ai pris, ça je connais déjà. Quinqueliba moringa aussi, j'aime bien. Le gingembre aussi. Et la cannelle, je n'avais pas encore goûté. Oui, très bonne. Mais il y avait le corosol aussi qui n'est pas mal. Le corosol qui est là. Des tisanes à base de recettes locales qui font le bonheur de connaisseurs comme Aïcha. Mon préféré c'est le corosol parce que les soirs, avant de dormir, je prends le thé au corosol et vraiment ça apaise. Surtout après une journée stressante, vraiment il n'y a rien à dire. J'en prends pour mon bureau. Donc quand vous arrivez dans mon bureau, c'est les tisanes de Monsieur Vianney. Je reçois mes clients avec, je reçois mes visiteurs avec et ils aiment bien. Comme Aïcha, d'autres visiteurs attirés par le doux parfum de ces senteurs locales goûtent, posent des questions, repartent avec une boîte ou essaient encore de nouer un partenariat. Nous aujourd'hui, on sait accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, donc on va lui apprendre à se structurer, à utiliser tout ce qui est système de gestion numérique pour pouvoir avoir une visibilité sur ses flux. Il pourra faire des prévisions, se projeter vers l'avenir. Monsieur Vianney
trouve dans ce salon une véritable opportunité de mettre en lumière ses produits. C'est un salon vraiment, il faut être pour se faire voir et faire connaître ses produits, rencontrer les clients, discuter avec eux d'éventuelles préoccupations, mais aussi rencontrer d'éventuels partenaires pour accroître son développement. C'est l'histoire d'un informaticien qui s'est lancé dans une carrière d'agro-entrepreneur, d'un homme qui a décidé de tirer parti des trésors du terroir ivoirien en lançant sa propre marque de tisane. Nous l'avons suivi à Thiébissou dans les champs de Quinqueliba, à Yopougon dans son atelier artisanal et jusque dans les rayons des grandes surfaces qu'il a conquis. Vianney Aka se bat pour développer ses produits et relever les défis de stockage, transformation, packaging ou encore distribution. Made in Africa vous plonge dans le quotidien d'un producteur local, du champ au rayon. Nous sommes à Thiébissou, dans le village de Yakro. Ce matin, cet agriculteur se rend dans un champ environnant, à la recherche de la Lipia multiflora, ou théier des savanes. Une plante aromatique et médicinale, appréciée pour ses propriétés relaxantes. Ça, c'est les feuilles de thé, en malinké Quinqueliba. Je suis en train de recueillir les feuilles. Il y a plusieurs manières de le faire. Je peux enlever les feuilles directement, mais après avoir fini, je dois couper avec une machette pour que ça repousse. Si ça reste comme ça, les feuilles là, la tige sera sec et puis ça va tuer ça jusqu'aux racines. Ou bien il y a la possibilité de couper d'abord, comme je le fais, avant de tirer les feuilles. Là, ça va repousser là-dessus. Bien que cette plante se trouve à l'état sauvage dans les zones de savane, elle est également cultivée par l'homme pour ses propriétés. En période de saison sèche, ça donne des fleurs. Les fleurs là, il y a des grains. Il y a des grains qu'on peut recueillir, on peut sécher et puis faire une vaste étendue et puis mettre. Ça va pousser. Après la cueillette, l'agriculteur doit impérativement faire sécher les feuilles de Quinqueliba pendant 24 heures. Celles-ci sont étalées ici depuis hier. Après le séchage, c'est-à-dire on doit laisser à ce que les feuilles se refroidissent. Parce que si on sait ça sec, ça va se casser. Vous entendez le bruit? Donc on laisse ça à l'homme. Une fois les feuilles sont refroidies, maintenant on passe au chargement. À la mi-journée, plusieurs sacs de Quinqueliba ont été remplis et stockés. Bonjour messieurs. Sous le hangar de la coopérative des planteurs du village. Oui, ouais. C'est vrai, c'est bien rempli. Ça qui s'était cueilli il n'y a pas longtemps, même. Bien séché. Ah ouais, ça c'est très intéressant ça. Leur client aujourd'hui est Monsieur Vianney. On reconnaît une bonne feuille par sa couleur. Elle est bien verte. L'odeur est vraiment très agréable. Elle est bien craquante, donc ça prouve que ça a été bien séché. Achat du jour, 10 sacs à raison de 5 000 francs CFA l'unité. Cette coopérative vend en moyenne 150 sacs de Quinqueliba par mois. Vianney en achète une dizaine en général. 50% de son approvisionnement vient d'ici. Les prix peuvent monter jusqu'à 10 000 francs en période sèche et descendre jusqu'à 5 000 voire 3 000 francs en période pluvieuse. Pour Eric et les autres membres de la coopérative, ce travail apporte bien plus qu'un revenu. Nous sommes dans un village où pour avoir une activité comme ça et exercer, c'est difficile. Donc, depuis qu'on a vu les feuilles de thé, on s'est tous mis dedans. Concernant les élèves, pendant les vacances comme ça, et tous se mettent dedans pour pouvoir payer leur scolarité. Et pour les problèmes de santé, en tout cas, on arrive à subvenir à nos petits besoins. C'est l'un des mérites du business lancé par Monsieur Vianney. Créer de nouvelles débouchés et de nouveaux revenus pour les agriculteurs. Tout a commencé il y a une dizaine d'années. À l'époque, Monsieur Vianney est très loin des champs de Quinqueliba. Il est commercial dans une entreprise informatique, mais il se passionne également pour les épices. J'ai lancé une marque d'épices
Et de fil en aiguille, j'ai constaté de nouveaux besoins dans la marche. Et donc, finalement, je suis arrivé à la transformation de tisanes et d'épices. Voici l'un des tout premiers reportages que le JT de la RTI lui consacre en 2017, alors qu'il démarre tout juste son activité. Titulaire d'une licence en marketing, il a décidé de s'installer à son propre compte. Avec 100 000 francs CFA, il se lance dans la transformation des produits vivriers. Aujourd'hui, Je regardais tout à l'heure un reportage qui a été fait lors du Sahara 2017 et qui parlait vraiment de mes débuts dans l'agro-transformation. Parce que j'ai démarré dans l'agro-transformation véritablement en 2016 et c'est avec beaucoup d'émotion que je regardais cette vidéo. Je ne l'ai pas revue depuis très longtemps. De l'émotion car M. Vianney a commencé avec une page blanche et peu de moyens. Son capital de départ, à peine 100 000 francs CFA. Mes économies n'étaient pas énormes à l'époque, donc j'ai dû démarrer avec ce que j'avais et j'ai fait de mauvais choix donc, qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent au départ également. Donc finalement, l'économie fond comme du beurre au soleil, donc après il faut se refaire et prendre de meilleures décisions. Aujourd'hui, il vend ses tisanes par milliers. Ses produits sont en grande distribution. Et surtout, ils sont bénéfiques pour la santé des consommateurs, au point que l'entrepreneur soit perçu aux yeux de certains clients comme un docteur. Lorsque vous êtes assis là et qu'on vous écrit, qu'on vous appelle, on vous dit merci, vraiment, votre produit me fait du bien, au point de vous assimiler à un docteur, c'est déjà ça la première reconnaissance. Mais pour gagner les rayons et le cœur des consommateurs, encore faut-il savoir transformer les matières premières, puis les emballer. C'est laquelle les commandes déjà? C'est le Yamsokoro. Nous avons, avec l'une de nos machines ici, avec laquelle nous ensachons nos différentes tisanes. Et donc ces machines-là nous permettent de gagner un peu en temps. À travers elles, nous produisons à peu près 3 à 4 000 tisanes par jour, par exemple. Coût de cette machine, 2 millions de francs CFA. La tisane en sachet est ensuite emballée dans des petites boîtes selon la plante. Puis vient la mise en carton. Ici, nous stockons nos produits après le conditionnement final. Et c'est d'ici que les produits vont aller soit directement chez le client final ou directement chez le distributeur. Capacité de production et de stockage, 15 cartons par jour. Mais M. Vianney rêve d'augmenter ce chiffre en industrialisant davantage ses process. Nous demandons à l'État de voir comment cela serait possible d'accompagner les agro-transformateurs à acquérir des espaces en zone industrielle afin de pouvoir passer à un autre niveau. Parce que le plus grand défi de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vraiment l'industrialisation et la transformation de nos matières premières. Les cartons sont enfin chargés dans une fourgonnette en vue de leur livraison. Cocodille de plateau. Nous sommes à l'entrepôt d'un supermarché. C'est bon? Un contrôle minutieux des articles est effectué à la réception. Les épices sont venues aussi. Les épices. Oui, les épices sont dedans. Voici marinade poisson. Et après validation, direction les rayons sous l'œil vigilant de la directrice adjointe d'exploitation. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour, monsieur Vianney, je vais bien. Et vous-même? Ah, ça va. Alors, comment ça se passe ici avec le produit? Ben, ça va. Drissa vient de recevoir sa livraison. Ah, vous manquez de rien, j'espère? Non, ça va. C'est la mise en rayon. Il doit faire attention aux dates de péremption. Donc, il regarde les dates les plus récentes devant et les plus longues sont derrière. Donc, c'est ce qu'il essaie de faire et faire une jolie présentation. Les rayons de ce supermarché accueillent les tisanes de M. Vianney depuis 2020. Prix de vente, 1 500 francs CFA le paquet, soit 2 fois moins que les marques importées. Pour être mises en avant, ces tisanes ont dû subir une batterie de tests. Pour tous les produits locaux, nous avons besoin des différentes attestations, des certificats d'analyse des différents produits locaux que M. Vianney utilise. Après, on a besoin des attestations. Et puis, une fois que tout ça est bon, au moins on est rassuré de la qualité des produits.
Pour la direction, l'un des points forts de M. Vianney, c'est le packaging. Sur la boîte déjà, vous allez voir la notice, le mode d'utilisation, les bienfaits des différents produits. À l'intérieur, on n'a pas directement accès aux produits, on a une protection avant d'accéder aux produits. Donc, et les couleurs sont parlantes, attractives, donc du coup, c'est tout bon pour nous. Et c'est tout bon également pour les consommateurs. Je n'ai jamais essayé. Et la composition déjà a attiré mon attention à cause du djeka, le gingembre et les clous de girofle. Donc à la maison, déjà, je sais que madame utilise ça pour les enfants. Le mélange là, au marché était à terre. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas essayer avec le thé et voir ce que ça va donner en infusion. Ces tisanes, très appréciées des consommateurs, font généralement 0% d'invendus. La maison les achète directement à M. Vianney en prélevant une faible marge de bénéfice. Il y a des enseignes avec qui nous faisons des achats directs, c'est-à-dire dès que nous déposons les produits, dès que nous récupérons l'argent de la facture. Mais sinon, ici, le paiement peut être fait 30 jours après. Les 30 jours nous semblent assez raisonnables, là où d'autres enseignes sont à 60 et à 90 jours par exemple. Ce qui nécessite vraiment beaucoup d'efforts au niveau de la trésorerie. S'il a pu relever le défi d'être vendu en grande surface, signe de l'évolution de son entreprise, la régularité de l'approvisionnement demeure un autre défi majeur pour M. Vianney. Distribuer en grande surface permet naturellement de toucher beaucoup plus de personnes, donc d'avoir beaucoup plus de clients et donc de faire beaucoup plus de ventes par exemple. Et donc être en grande surface permet d'accroître son chiffre d'affaires. Et donc il est vraiment nécessaire de s'assurer de sa capacité à approvisionner et de la disponibilité de ses produits avant de rentrer en grande surface. Mais une fois que cela est fait et qu'on a les moyens de tout cela, c'est une véritable opportunité de pouvoir le faire et de pouvoir toucher un maximum de personnes. Avec des plantes, un sachet et beaucoup de foie, Vianney Aka a fait entrer les traditions dans les rayons. En 10 ans, l'entrepreneur a multiplié son chiffre d'affaires par 10. Une preuve que les recettes d'hier peuvent aussi être les solutions de demain. De retour sur le plateau de Made in Africa avec ce reportage sur Monsieur Vianney. J'ai le sentiment que ça pourrait ressembler également à votre expérience. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu le même parcours, Angela Isalé? Oui, j'ai eu le même parcours. D'ailleurs, Vianney est quelqu'un que je connais bien. On a déjà été dans le même incubateur. Donc oui, c'est le même parcours. Au départ, on parlait des difficultés pour les produits locaux de trouver une place dans la grande distribution. Il y avait plusieurs arguments, il n'y a pas de certificat, des questions d'hygiène et tout ça. Est-ce que vous avez été confronté également à ces barrières à l'entrée? Oui, effectivement. On nous demande, de toute façon ça a été dit lors du reportage, des certifications. Bon, je n'ai pas eu le problème du packaging parce que c'est vraiment une chose sur laquelle j'ai vraiment investi dès le départ. Mais oui, il y a pas mal de barrières à l'entrée qui demandent en fait un certain investissement dès le départ. Ce que la plupart des jeunes entrepreneurs, des startups n'ont pas nécessairement. On fait la promotion des produits locaux, lancer des bakayoko, oui, mais après avoir produit, il faut quand même pouvoir toucher les clients pour réussir à vendre. C'est déjà un bon signe qu'il y ait cette transformation au niveau de la grande distribution qui permet d'accueillir désormais des artisans qui, sur le plan local, créent, transforment et vendent en grande surface. Oui, c'est un réel défi parce que par le passé, le défi c'était quoi? C'était de dire que les produits locaux ne sont pas, il n'y a pas de traçabilité, il y a un problème de certification, il y a un problème de respect des normes environnementales, il y a même des questions de conservation. Or, aujourd'hui, je crois que nos entrepreneurs qui ont pignon sur rue, vous avez parlé d'entrepreneurs locaux, aujourd'hui, ont essayé de s'ajuster par rapport aux exigences du marché. Vous avez vu, s'il y a des jus d'ananas, par exemple, qui sont quittés à Beaunois, qui doivent venir dans les marchés, ça permet de ressusciter aujourd'hui l'ananas qui est en perte de vitesse. Moi, je suis allé dans un des supermarchés où j'ai vu des discussions avec des producteurs d'ananas qui devraient être en train d'alimenter ces magasins. Même chose pour la banane, même chose pour le corosol. Donc, pour moi, ça permet aujourd'hui de donner un peu plus de valeur ajoutée à nos vaillants producteurs et à leur production. Et puis, ça permet aussi à l'État d'engranger des recettes fiscales.
il y a quand même un intérêt, moi je pense, pour le consommateur, de pouvoir savoir où trouver les produits dont il a besoin. Parce que là, on parlait tout à l'heure de quinquiliba. Si moi, je veux faire une infusion au quinquiliba, je pense que ça ne sera pas forcément évident. Mais là, si on me dit qu'il y a un rayon en supermarché où je sais que j'ai une tisane de quinquiliba, je pense qu'il y a un intérêt également pour les consommateurs de retrouver à chaque fois à un endroit précis ce qu'on recherche. Oui, justement, c'est très important. Je voudrais vraiment féliciter ces grands supermarchés-là qui acceptent de plus en plus les produits locaux. Et donc, le consommateur, comme je l'ai dit, le droit à l'information. Soit c'est le consommateur lui-même qui doit faire un effort pour rechercher l'information, ou l'information peut venir au consommateur, dans les deux sens. Donc, dans le sens où le consommateur lui-même doit aller vers l'information, c'est-à-dire aller dans ces supermarchés, l'autre problème qu'on doit régler, c'est le problème de l'analphabétisme. Parce que le consommateur qui ne veut pas lire les prix, parce que dans les supermarchés, les prix sont affichés. Tu ne viendras pas dans un supermarché pour venir demander quel est le prix de quel produit, tel et puis faire le tout, chaque fois demander les différents prix. C'est affiché, donc d'office, il faut pouvoir lire ou écrire. L'alphabétisme peut être le frein pour aller vers l'information concernant les supermarchés. Ouais. Donc là, c'est le rôle de l'État de régler cette question. En tout cas... Maintenant, dans l'autre sens, ces opérateurs économiques doivent vraiment informer les consommateurs en faisant eux-mêmes, en prenant le temps d'aller à proximité dans les quartiers. Ouais. Pour faire de la promotion, pour se présenter aux consommateurs, pour dire que désormais, les produits que vous avez l'habitude de trouver dans les marchés traditionnels se trouvent dans nos supermarchés. Oui. Cela dit, il y a des défis. Un des défis, on va commencer à les énumérer, et ça, je pense que Lassine en a parlé un peu, c'est la date de péremption. Vous n'allez pas m'amener un produit et puis imaginer que la date de péremption, c'est 2 jours, c'est 3 jours. Comment on règle ça? Vous avez peut-être la solution, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de monter, qui font des aliments qui n'ont pas de solution. C'est quoi? C'est de la chimie? Non, ce n'est pas nécessairement de la chimie. C'est vrai qu'on peut utiliser des conservateurs, selon le produit qu'on a. Nous, on n'en utilise pas dans les produits IOS. Donc, tout commence par la sélection de la matière première, avoir aussi des procédés, des processus de production qui répondent à certaines normes. Et puis, bien évidemment, le packaging. Avoir un packaging qui puisse contribuer vraiment à une meilleure conservation du produit. Ça, c'est très clair. Mais comment vous évaluez? Parce qu'il faut bien écrire bon à manger jusqu'à telle date, ou bien à consommer de préférence avant. Il y a bien une façon d'évaluer ça. Comment ça se fait? Alors, normalement, dans la période de recherche et développement, donc en amont, on a ce qu'on appelle le test de vieillissement qui se fait. Donc, on fait une pré-série, une petite série de production, et puis on peut garder les produits et puis les ouvrir à M+1, M+3, M+6, M+12, et puis tester tout ce qui est qualité organoleptique, donc le goût, la couleur, la texture, l'odeur aussi, et puis en fonction de ça, essayer de pouvoir estimer une date de... Vous seriez prête à recevoir des entrepreneurs stagiaires qui aimeraient se lancer dans l'agro-industrie également pour les guider sur ces petits détails-là? Oui, avec plaisir, oui. On a des jeunes pousses qui sont en train de se positionner. La Côte d'Ivoire a lancé un programme de champions nationaux. Nous aussi, dans la grande distribution, on a envie de les aider à être de véritables champions nationaux, non pas seulement à distribuer en Côte d'Ivoire, mais à l'étranger. Est-ce que c'est vraiment un défi parfois pour certaines enseignes, les cycles de paiement des producteurs et des transformateurs locaux qui distribuent chez eux? Oui, ça l'est, et je pense que ça a été dit dans le reportage. Parfois, on peut aller jusqu'à 90 jours, fin de mois, en fonction des acteurs, des enseignes. C'est très long. Surtout pour vraiment chacun peut-être prêche pour sa paroisse, mais pour les entrepreneurs et les TPME, on n'a pas nécessairement la même trésorerie que les grandes entreprises. Donc ça peut être parfois difficile. Vous avez parlé de l'industrie, on va donner la parole aux consommateurs pour votre dernier mot. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, soit aux agents de la grande distribution ou alors aux producteurs qui, sur le plan local, proposent des produits à ces grandes enseignes-là?
Oh, ce que je voudrais dire, en plus de tout ce qui a été déjà dit, c'est de faire en sorte que véritablement, dans le circuit commercial de façon générale, les producteurs locaux qui sont chargés de produits, en plus aussi les protéger. Parce que de plus en plus, nos producteurs locaux n'ont pas assez de moyens et nous sommes en train d'assister à la mise sur le terrain de la production de distributeurs des grandes entreprises qui se transforment en producteurs. Donc, ils viennent de plus en plus dans nos villages pour acheter des terres et eux-mêmes qui font la distribution in fine sont des producteurs. Et quand c'est comme ça, ça peut quand même concurrencer nos producteurs véritablement locaux qui n'ont pas assez de moyens. Ça, c'est une question véritablement, je crois que l'État doit vraiment régler ce problème-là. Parce que ça peut créer un problème. C'est un gros sujet. C'était le mot de la fin. Mais vous êtes dans l'affectif. Vous savez, les entrepreneurs, eux... Mais très rapidement, 30 secondes. Vous êtes dans l'affectif, je disais. Les entrepreneurs, eux ne sont pas des philanthropes. Ils veulent alimenter leurs usines. Donc, si nos producteurs ne sont pas en capacité de mettre à disposition le produit, la matière première, eux sont obligés d'aller eux-mêmes sur le terrain. Non, c'est pas même si ce n'est pas problème. C'est pour régler un problème. C'est un problème que l'État doit régler. C'est un sujet important qui remet, ce sujet remet sur la table la question du contenu local. Comment est-ce qu'on limite l'action de certains grands en disant ça nous permet de faire prospérer certains jeunes. Je pense que c'est ce dont il est en train de parler. Mais le sujet de la Cité Bakayoko, Angela Ezalé, Yves Aka ne sera pas épuisé dans cette émission. Je ne peux que vous dire merci d'avoir participé à ce sujet. Et puis, un bon point pour le Quinqueliba, on se rend compte que ça enrichit des producteurs dans les zones rurales. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à ce numéro de Made in Africa. Merci également à vous aussi, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous suivre sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Nos activités également sont disponibles sur les réseaux sociaux. C'est Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV et pour Instagram et pour Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Elephant Africa, aux équipes de la RTI, à qui je dis merci pour la réalisation. Quant à moi, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1. À bientôt pour un tout nouveau Made in Africa.